je suis ravie de vous retrouver pour ce premier numéro décryptage de la rentrée. Et puis le sujet de cette émission est dédié finalement au pont entre les directeurs de la relation client et de la supply chain. Pour m'accompagner sur ce sujet, une femme peut-être pour commencer, Nathalie Namias. Vous êtes directrice relation client, bonjour. Alors, DPD France, qui fait partie du groupe DPD, oui. Deuxième réseau de livraison en Europe. Européen, exact. Alors, 58 agences, 6 centres de tri, on en parlera dans quelques instants. Avec plaisir. À votre droite, on a Xavier Huat, délégué général de l'Institut du commerce. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une institution qui regroupe des fabricants, des distributeurs, des prestataires. On parlera également de vous dans quelques instants. À votre droite, Nicolas Speck, directeur du développement chez LOX. Bonjour. Bonjour. Vous êtes créateur de solutions logistiques. Et ma première question va être finalement de planter un petit peu le décor. Aujourd'hui, on assiste à un changement de paradigme, que ce soit dans votre métier ou ailleurs. La quatrième révolution industrielle est venue bouleverser en quelque sorte votre secteur. En quoi finalement ça a impacté vos métiers ? Ça les a impactés notamment sur les nouvelles technologies et l'arrivée du management, on va dire, de l'information. Aujourd'hui, la supply chain nécessite d'être réactive et d'être adaptée à la demande des clients de nos clients, puisque nous servons des clients en B2B, mais qui eux-mêmes servent des consommateurs comme vous et moi. Donc la partie information est extrêmement importante et on se doit aujourd'hui de la maîtriser. La quatrième révolution industrielle nous permet d'arriver à ça et nous permet aussi d'arriver vers l'avènement de nouvelles technologies pour le bien-être au travail de nos collaborateurs et aussi pour avoir un petit peu plus de productivité, c'est important. Nathalie Namias, dans la relation Exactement. client. Oui, non, vous avez raison, c'est effectivement ça avec l'arrivée des nouvelles technologies, mais aussi des nouveaux usages. Et en fait, on rejoint ces usages des clients qui nous attendent sur ces sujets-là, avec l'arrivée du e-commerce aussi qui a beaucoup changé nos métiers en logistique et en relation client parce qu'il nous pousse un peu plus fort. Et puis, il y a un acteur mondial qui nous pousse aussi. Et donc, on est challengé, effectivement, mais on est accompagné par ces outils, sans oublier, effectivement, de partir de l'usage et du besoin du client avant de partir sur une techno, absolument. Nicolas Speck, alors vous couvrez 3 métiers spécifiquement, le e-commerce, le retail et l'industrie. C'est bien ça. On sait que l'industrie a sa singularité, mais de manière générale, les spécificités de ces 3 secteurs pour vous ? Alors, une spécificité sur l'industrie qui est souvent très axée sur un domaine de sécurité des biens et des personnes. On travaille dans les usines, donc c'est assez important. La partie e-commerce et la partie retail vont avoir tendance aujourd'hui aussi à se regrouper sur une stratégie omnicanal, cross-canal. Donc on a de temps en temps la capacité de retrouver des mêmes spécificités sur ces 2 secteurs-là. Néanmoins, on va caricaturer les choses de manière classique en disant que la partie e-commerce va demander une réactivité beaucoup plus forte, une immédiateté du produit et donc une disponibilité et une visibilité de ce produit. Le retail va être plus dans des grandes masses qu'on va devoir être incapable de gérer. Mais les deux ont aussi leurs problématiques, notamment de pic d'activité, que ce soit pour le retail ou la partie e-commerce. Avec des protocoles de sécurité pour l'industrie aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Des protocoles qui sont extrêmement poussés et auxquels on se doit de répondre. Alors, encore une question pour vous, mais auxquelles les autres peuvent répondre également. Est-ce que dans l'expérience client de manière générale, le B2B et le B2C, il y a une disparité qui est assez tranchée entre les deux ? On va retrouver forcément des différences, c'est certain. Néanmoins, pour moi, la disparité de ce que peut rechercher au final, on va toucher quand même l'acteur, ou tout moins l'acheteur tel que vous et moi. Donc l'idée va être tout simplement sur le canal de distribution qui risque d'être différent. D'accord. On va voir, si je peux me permettre, en fait, donc là j'ai parlé au nom de l'Institut du commerce, forcément, et donc de mes adhérents qui sont industriels, mais les distributeurs, grande distribution, qui vont finalement opérer sur des magasins physiques comme sur du e-commerce. Et là, il y a moi je vois une grosse différence quand même, qui est que le besoin des consommateurs, c'est-à-dire vous et moi, on a un besoin effectivement d'immédiateté, mais on a, j'irai plus loin, un besoin de fiabilité de la livraison. C'est-à-dire quand on veut un produit pour dans 2 heures ou pour le lendemain, pour dans 2 heures, ce n'est pas pour dans 3 heures. Pour le lendemain, ce n'est pas pour après-demain ou pour dans 1 heure d'ailleurs. Donc cette notion de fiabilité est très importante. Et là, entre le B2B et le B2C, il y a quand même une différence assez importante de volume unitaire des commandes. C'est-à-dire un consommateur va commander un produit ou 2 ou 3. Une entreprise, un magasin ou un distributeur va commander auprès de ses fournisseurs des volumes beaucoup plus importants. Donc la livraison, en fait, n'est pas forcément la même, voire pas du tout la même. Peut-être pas la même exigence aussi en termes de délai. La même exigence, la même exigence aussi forte, mais les volumes sont complètement différents. Du coup, l'organisation n'est pas la même. Alors, aussi une maturité, en fait. Oui. Effectivement,
quelqu'un qui veut transporter ses colis d'un bi à un bi, en fait, il n'y a pas d'exigence forcément. Il veut que son colis soit transporté en toute sécurité et qu'il arrive à bon port, voilà, toujours bien emballé. Et puis, il reçoit plein de colis tous les jours, donc c'est pas très grave s'il manque tout d'un coup un colis. Alors qu'un consommateur, il va attendre son colis. Potentiellement, il y a la robe de mariée, il y a le cadeau des enfants. C'est toujours un vrai sujet, ce colis. Donc, quand on arrive, il y a toujours des trucs incroyables quand on nous appelle. Hein. Voilà, il y a toujours quelque chose de particulier dans un colis pour un client, un TOUCI. Alors que pour un bi, il reçoit sa PLV, et puis effectivement la maturité est différente et la promesse est différente en fait. On part déjà d'une promesse à un client to bi et à un client to C qui n'est pas la même. Alors, on va peut-être rester avec vous, Nathalie Namias, parce que quand on parle de livraison, la première difficulté finalement pour les acteurs tels que vous, c'est le dernier kilomètre. Oui. Vous voulez vraiment qu'on en parle? On va passer des heures sur le sujet parce qu'il y aurait de quoi effectivement fournir les 2 heures. Mais finalement, aujourd'hui, à jour, vraiment, quels sont les retours les plus fréquents de la part des clients sur ce dernier kilomètre? En fait, on a beau prévoir, on a beau processer, on a beau organiser, il reste quand même quelqu'un qui livre. Donc, il reste un humain à la fin. Et comment on va expliquer pourquoi il l'a déposé plutôt que de me le faire signer, pourquoi il contrevient effectivement à une procédure parce qu'il y a des feuilles qui tombent, parce qu'il y a la neige, parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il fait trop froid et que parfois c'est un humain qui a vécu une journée compliquée. Et voilà. Donc on a beau avoir des outils avec de l'intelligence artificielle partout, des plans de transport à 24 heures, tout va bien et on a l'impression, mais voilà, dans la masse. Et à la fin, il reste quand même un humain avec un métier très complexe qui peut commencer extrêmement tôt, qui est dans sa voiture toute la journée, avec des considérations notamment dans l'urbain qui est très complexe à gérer. Il n'a pas de place où se garer. Quand il livre du TOUCI, c'est un carton par un carton. Encore une fois, on est dans des exigences différentes. Là, sur le to-be, il rentre chez X, parce que je ne sais pas si on a le droit de donner une marque. Mais voilà, il rentre chez Leroy Merlin, il dépose son colis, il dépose ses colis, il y a quelqu'un qui lui fait un tampon, il compte à peine et puis il s'en va. Quand il livre un particulier, il y a une promesse différente, il y a souvent un créneau, il y a souvent et quelqu'un, encore une fois, qui a bloqué sa journée. Et donc, tout autour de ça, malgré l'intelligence, malgré la 4e révolution, malgré tout ce qu'on veut, il y a quand même un humain à la fin et je pense que c'est ça la vraie difficulté du dernier kilomètre. Le facteur humain est toujours imprévisible. On parle souvent d'exigences finalement clients, on parlait d'exigences tout à l'heure B2C, B2B, mais finalement, est-ce que les exigences du consommateur, qu'il soit B2B, B2C, sont les mêmes aujourd'hui qu'il y a 2 ans, 5 ans? Quelle est la vraie exigence? Vous parliez tout à l'heure de la livraison pour le lendemain. Ouais. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Non, c'est vrai qu'il y a une évolution assez forte en fait dans la... Alors je ne saurais pas dire d'ailleurs si c'est une exigence client, si c'est un besoin du client. Alors je parle du consommateur final. Si c'est un besoin intrinsèque, c'est-à-dire qu'il a exprimé, ou si c'est parce qu'on lui a offert finalement. Voilà, on a créé le besoin. On a créé le besoin. Oui, et quand je dis ça, c'est qu'effectivement il y a eu pour le coup un gros changement aussi dans le lead time, en fait, dans la promesse. On vous dit, je prends la Redoute pour citer une autre marque, de dire, en fait, on était super contents il y a 20 ans, quand on était livré avec le catalogue, on passait la commande, on était livré 5 jours après, c'était génial. C'est vrai. 10 ans après, on dit, en fait, on va vous livrer le lendemain, c'est super, top, etc. Aujourd'hui, si on ne vous dit pas, je vais vous livrer dans 2 heures, vous dire, oh là là, attends, moi je ne prends pas, je vais chercher ailleurs pour être livré plus vite. Est-ce que c'est un vrai besoin pour tous les produits? Je ne suis pas sûr. Pas sûr. Il y a alors des produits alimentaires, une pizza, oui, c'est en 30 minutes parce que sinon c'est froid, c'est pas mangeable, d'accord. Ça fait 30 ans que c'est pareil, que c'est comme ça. Mais il y a certains produits sur lesquels finalement le besoin d'immédiateté n'est pas si évident que ça. Ok. Alors on parle du facteur humain qui effectivement prend une place prépondérante, mais finalement il y a plein d'outils comme la géolocalisation. Est-ce que ce type d'innovation peut venir améliorer l'expérience client, peut venir améliorer finalement le travail de l'humain? Je ne vais pas employer le mot surveiller, mais un petit peu quand même. Non, je ne suis pas sûre que... Je pense qu'il fiabilise, encore une fois, parce qu'on on regarde, on le voit arriver, on sait qu'il va arriver, et donc on évite d'aller sous la douche, on évite de descendre aux poubelles. On est présent, et donc ça fiabilise effectivement ce dernier kilomètre. Mais je trouve que c'est une remarque très très pertinente que vous avez effectivement de se dire, est-ce que, encore une fois, cette espèce de gros acteur mondial est venu avec une expérience client et de livraison gratuite, parce que ça ne l'était pas à l'époque, et a bousculé nos attentes, et nos attentes et finalement
trouve ça vraiment intéressant. Alors, on a aujourd'hui quelque chose qui n'existait pas aussi auparavant, peut-être que vous pourriez y répondre, c'est tout ce qui est ce traitement de la donnée, de la data. J'imagine que ça a fait émerger aussi pas mal d'informations extrêmement précieuses dans vos métiers. Peut-être un mot de votre côté. Ça l'est dans nos métiers, mais ça l'est encore plus dans les métiers de nos clients, clairement, puisque le fait d'avoir l'information sur le consommateur, ses habitudes d'achat, la façon dont il souhaite voir acheminer les produits, certes, on n'est peut-être pas forcément sur des exigences de nos délais qui pourraient être revus de manière différente. Je suis d'accord avec Nathalie et Xavier là-dessus, c'est que les produits ne sont pas forcément tous, on n'a pas besoin forcément d'une immédiateté à chaque fois sur le produit. Néanmoins, l'idée d'avoir à chaque fois cette capacité de savoir où se trouve le produit, à quelle étape on en est de la réalisation du process, pour pouvoir déterminer juste, c'est une idée d'être rassuré sur son acte d'achat. Surtout quand il est dématérialisé. Quand vous faites votre achat dans un magasin, vous repartez avec le produit, vous êtes rassuré, vous l'avez acheté. Au moment où vous faites votre achat sur un site de e-commerce, pourquoi les grands rencontrent aussi autant de succès, c'est qu'ils ont cette sécurité de l'information, cette sécurité aussi ou tout le moins la bonne information qui est distillée aux clients. Et on est parfois un petit peu plus sur la réserve, sur des sites un peu moins connus, parce qu'on se dit, ma foi, je ne vais pas savoir où ça va se retrouver, je n'ai pas l'information, certes, j'ai bénéficié d'un prix qui est super attractif, mais si c'est pour arriver cassé chez le voisin ou parce qu'il y avait de la neige ou quoi que ce soit, non, je préfère repasser par un grand et une grande marque et avoir cette capacité d'information. Et la linéarité de l'information est essentielle. Et donc après, c'est comment on va plugger toutes ces informations. On est logisticien chez nous, donc la partie on gère ça avec un WMS. Comment on va venir plugger notre WMS avec les informations de chez DPD pour que le client, au moment où il va se plugger sur le site web sur lequel il a fait son achat, comment il va faire pour avoir l'information de ce qui s'est passé dans mon entrepôt et à partir du moment où je transmets le colis à DPD pour que DPD finisse la livraison. Ça, c'est important pour eux aujourd'hui. Je dirais que c'est les aspects d'upgrade je livre en H+2, H+3, H+4. Ok, je suis d'accord avec Xavier sur l'alimentaire, c'est évident. Maintenant, je pense qu'on a tous nos besoins et que si on avait besoin d'une clé USB, par exemple, ça ne semble pas super urgent, c'est pas vital. Peut-être que pour certains, ça l'est à ce moment-là, au moment où ils font l'achat. Il faut mieux s'organiser. Il faut mieux s'organiser. Mais c'est vraiment cette notion, ce que disait Nathalie, c'est la notion de fiabilité. C'est ça qui est au-delà de l'immédiateté, c'est effectivement une question de réassurance effectivement du consommateur en tant que personne. Que si vous commandez quelque chose pour dans 2 heures, vous l'attendez dans 2 heures. Si vous commandez quelque chose, vous n'êtes pas pressé, c'est pas grave, c'est le lendemain. Donc c'est pas la notion forcément d'immédiateté qui vient en premier, c'est la fiabilité. Et là, c'est effectivement le lien pour moi à discuter avec les adhérents ou en tant que consommateur, le lien assez évident entre relation client et supply chain. C'est cette notion de fiabilité. Comment vous faites pour assurer qu'un client qui vous demande d'être livré dans la demi-heure ou le lendemain ou dans une semaine, vous respectez cette demande? Cette fiabilité-là qui est la plus importante. Pour moi, la data, elle intervient effectivement à trois niveaux. Il y a la data qu'on peut récupérer en amont qui va nous donner du prédictif, et ça, je pense que on en a tous besoin, et c'est de prévoir des flux pour être en capacité et mettre les moyens au niveau logistique et transport. Donc c'est la data en amont qui nous permet de faire du prédictif. Travailler avec le commerce, avec tout le monde pour se dire, avec les plans de transport, et se dire, OK, voilà ce qu'on va avoir sur nos flux, tel jour, tel mois, telle semaine, etc. Ensuite, il y a la donnée qu'on récupère, et c'est là où je vous rejoins, à un instant T. Ça veut dire que la marque nous donne de l'information, ce qu'on appelle RDI, et donc va nous donner une première information, et c'est là où tous nos systèmes doivent interconnecter. Et cette interconnexion, elle est effectivement essentielle. Et à la fin, c'est ce tracking qui doit être fiable, qui est extrêmement compliqué parce que finalement, un destinataire, il ne veut pas savoir où se trouve son colis, en fait. Il veut savoir quand est-ce qu'il va être livré. C'est vrai. Et quand on regarde les sites Internet, et je le dis avec toute transparence parce que c'est effectivement ce sur quoi on a voulu se transformer, mais en fait, ça m'est égal qu'il soit au fin fond d'un hub ou d'un centre de tri. Quand est-ce que je vais être livré? Voilà. Et ça, je trouve qu'on n'est encore pas capable de pouvoir nous le donner parce qu'on ne veut pas s'engager et on n'est pas si fiable que ça, malgré toute la donnée qu'on peut avoir en amont, malgré toute l'interconnexion et la fiabilité qu'on peut avoir avec les logisticiens. On a, il y a quelque chose, tu pars de l'inconnu et d'un variant qui,
parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer sur ce dernier kilomètre. Alors c'est intéressant ce que vient de souligner Nathalie, parce qu'au-delà d'être professionnels les uns et les autres, vous êtes aussi consommateurs. Donc tout ce qui est ressenti, émotion, tout ça, ce sont des informations qui ne sont pas captées par le NPS. Du coup, comment vous faites pour jauger finalement ces aspects purement abstraits du consommateur? C'est très abstrait en fait. Parce que, détectable par la machine. Alors, le NPS, on confond le NPS et la satisfaction client, mais le NPS, c'est juste une question, c'est recommanderiez-vous notre marque? Voilà. Et donc on dit, voilà, il y a des détracteurs, etc. Finalement, ce qui est pas ça donne, voilà, ça donne une image, ça donne à la marque quelque chose. Mais pas une émotion derrière. Non, pas une émotion. Donc normalement, on associe à ça un certain nombre de questions. C'est quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis de la qualité, vis-à-vis de la rapidité, vis-à-vis de la propreté, vis-à-vis d'un certain nombre de choses qui nous concernent. Et c'est sur ces questions et sur les réponses à ces questions, donc qui sont fermées parce que c'est une échelle de notation, mais il y a aussi toute la partie verbatim. Et en fait, on se sert des verbatim pour pouvoir, en fait, des mots des clients, pour pouvoir justement sortir des émotions. Quand on répond, en général, c'est que ça ne va pas trop. Mais c'est le biais en fait, de ces questionnaires-là, c'est qu'il y a une réponse assez directe quand c'est négatif et assez spontanée, et une réponse positive, il y en a probablement moins. Donc il y a peut-être une pondération plus forte en fait, du négatif que du positif. Et puis alors en plus, on est des latins chez les Français. Je ne cache rien, mais on est souvent mécontents en plus en France. On est râleurs, il paraît. Voilà, mais vous faites justement cette enquête à un autre, même l'enquête juste de questions de NPS dans des pays du Nord ou en France et dans des pays latins, on a effectivement des écarts considérables, alors que potentiellement la qualité était exactement la même, mais parce qu'on on est assez enclin. Mais ce qu'il faut se servir, alors là dans le transport c'est un peu compliqué parce qu'en fait on arrive après. C'est un peu trop tard. En fait, voilà, un e-commerçant, il peut se dire ce produit, ou un retailer, il peut se dire, OK, je vais améliorer la façon dont je vais conditionner ce produit. Donc, il peut être dans une courbe d'amélioration continue. Là, sur la partie livraison, on a bien compris que ce n'était pas fait comme il fallait. A priori, on le sait en plus. Mais pour le coup, il faut qu'on fasse effectivement du drill down, qu'on descende au niveau de la tournée, du chauffeur, du plan de transport pour comprendre pourquoi. Et donc, on a cette démarche d'amélioration continue. Mais de toute façon, l'émotion, vous avez raison, elle est potentiellement plutôt assez négative. Mais il faut s'en servir parce que de toute façon, elle va être de moins en moins négative. Et c'est le gap et c'est l'évolution de ce gap qui est important. Ce n'est pas l'émotion négative. Nicolas Speck, vous venez de recruter une directrice générale. C'est exact. Effectivement, Agathe Boisdin a rejoint l'entreprise. Agathe a rejoint l'entreprise qui est l'ancienne directrice générale d'Orchestre Après Maman, qui a œuvré notamment sur le continent américain. Et on a la joie aujourd'hui de la voir arriver au sein de notre entreprise pour piloter le CODIR aux côtés de Franck Grimont-Pré. Vous êtes allé plus loin, vous avez souhaité des nominations de directeurs par pôle cette fois. Tout à fait. L'idée était de pouvoir bénéficier de l'expérience acquise par diverses personnes pour pouvoir être en adéquation avec nos trois métiers qui sont le retail, le e-commerce et l'industrie. On l'a évoqué un petit peu en amont, il y a certes des protocoles différents et des process différents, des verbatim aussi différents, chacun a son lot de vocabulaire. L'idée étant de pouvoir parler le même langage avec l'ensemble de nos clients et de bien appréhender l'intégralité de leurs besoins. Et tout ça, c'est pour arriver à un objectif très précis. En 2022, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires que vous briguez. C'est ça, c'est ce que nous avons écrit au comité de direction avec Franck Grimont-Pré. En 2017, nous avions écrit qu'en 2022, nous devions atteindre 200 millions d'euros de chiffre d'affaires rentable. Alors, ce n'est pas une course à l'échalote, hein. L'idée n'est pas d'arriver à un chiffre d'affaires coûte que coûte, mais de bien pouvoir aussi le faire de manière stratégique en s'appuyant sur nos savoir-faire, en allant chercher d'autres savoir-faire, et ça passe par des croissances externes et de la croissance organique, sans trahir de grands secrets. Logiquement, on devrait atteindre ce plan bien avant 2022. Et on aura besoin donc d'Agathe, notamment, et de sa structure, pour pouvoir nous aider à consolider tout ça. Le mot de la fin, peut-être, Xavier Huat et Nathalie, sur finalement comment vous imaginez les enjeux de l'expérience client et vos rôles respectifs dans la belle histoire qui va s'inscrire ces prochaines années. Alors encore une fois, moi, si je regarde avec nos adhérents industriels, distributeurs et prestataires, il y a beaucoup de travaux qu'on mène en ce moment justement sur cette thématique-là, de la relation client, de l'expérience client, ce qu'on appelle en fait dans les e-commerce, on appelle ça le dernier mètre. Alors ce n'est pas le dernier kilomètre, ça va même encore plus loin.
Et c'est finalement peut-être le dernier c'est escalier, la dernière minute, enfin bref. Mais ce dernier mètre, en fait, au-delà de l'aspect un petit peu marketing de la chose aussi, c'est finalement ce lien entre supply chain et relation client. Et on l'exprime en fait c'est le dernier point de contact, enfin c'est la dernière étape du parcours d'achat du consommateur. Et finalement, ces consommateurs qui sont aujourd'hui beaucoup plus volatiles, beaucoup plus exigeants, beaucoup plus râleurs peut-être aussi, mais ça en a toujours été, vont vraiment en fait de plus en plus loin sur la personnalisation de ce parcours d'achat et sur le fait d'avoir finalement une relation plus humaine, je dirais, avec l'entité à laquelle il achète le produit. Donc ça peut être un gros Américain, ça peut être un petit Français, ça peut être un local, ça peut être, etc. Chacun a ses convictions et va agir avec ces convictions-là. Donc on assiste, je pense, à une personnalisation de plus en plus forte de la relation client et une relation, j'espère, plus proche en tout cas. Nathalie Namias, mot de la fin. Je vais dire la même chose. On a quelque chose chez nous qui s'appelle Closer Connection. Voilà, donc être proche, être toujours proche de nos clients, expéditeurs, destinataires et de nos collaborateurs. Et à force d'être au plus proche, on est au mieux. Ce seront les mots de la fin. Merci infiniment pour vos interventions respectives. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur Agora News Expérience Client. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro décryptage.